On se retrouve pour cette émission Les décideurs de l'agriculture avec deux entreprises emblématiques ce matin des biocarburants sur le plateau de Terre d'Info pour cette émission réalisée en partenariat avec Décideurs TV. À mes côtés, Marc Gilman, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable biodiversité chez Total. Ah, pas biodiversité, non. Bioénergie, oui, bioénergie, pardon. Mais la biodiversité en fait peut-être partie. Et puis à vos côtés également, on a Noël Lamourata, bonjour. Bonjour. Vous êtes monsieur synthèse-client chez Renault. Alors, en un mot, synthèse-client. C'est exact. Une de mes missions, c'est d'assister le monde commercial à apporter des réponses techniques à les clients. Alors, on va essayer en quelques minutes de voir l'état de l'art des biocarburants et les enjeux pour demain. Un mot tout d'abord, une question peut-être un peu naïve, mais pourquoi est-ce qu'on fait des biocarburants? Bon, pour plusieurs raisons. Que ce soit au Brésil, aux États-Unis ou en Europe, les raisons sont les mêmes finalement. Trois raisons à ça. Limitation des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants que l'on utilise au quotidien. Ça veut dire que ça émet moins de CO2 ? Les biocarburants, effectivement, lorsqu'on analyse les émissions depuis leur production jusqu'à leur utilisation, émettent moins de CO2 que les carburants fossiles. Le ratio est de combien C'est variable parce qu'il y a différentes matières premières utilisées, différentes technologies de transformation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le bilan est toujours positif. Maintenant, effectivement, il y a toujours un débat sur le niveau de réduction, puisque ce sont des débats d'experts et qu'il y a derrière ça beaucoup d'hypothèses. La deuxième motivation du développement des biocarburants, c'est le développement économique et l'indépendance énergétique également, qui sont stratégiques pour tous ces pays. Et la troisième ? L'indépendance énergétique. D'accord. Chez Renault, les biocarburants, c'est un enjeu important ou c'est quelque chose encore d'anecdotique en termes d'énergie alternative? Parce qu'on pourrait parler d'hydrogène, d'électrique, enfin il y a d'autres sujets à la mode en termes d'énergie alternative. Renault a toujours été un constructeur mondial. Or, aujourd'hui, comme Marc vient de le rappeler, il y a des marchés qui sont structurellement biocarburants. Par exemple, le Brésil. Donc, depuis des années, nous avons des gammes complètes qui permettent de couvrir ce marché. Ensuite, Renault a un label qui s'appelle Eco2. Eco2, ça veut dire quoi? Ça veut dire économique, écologique. Et Renault s'est toujours intéressé à avoir des énergies alternatives dans ses véhicules. Mais en termes de volume ou de valeur, ça représente quoi? Quel pourcentage? Aujourd'hui, Renault propose sur le marché une gamme complète éthanol. Aujourd'hui, même si les pays ne prennent une partie ou totalité en fonction de leurs besoins, vous avez Modus, Clio, Mégane, Laguna, Kangoo en éthanol, en B30, c'est-à-dire avec 30% oui, mais en volume ou en valeur alors? Parce qu'on ne va pas faire toute la gamme de Renault. Bien sûr. Alors, grosso modo, sachez qu'au Brésil, 75% du marché est flexible à éthanol. Sachez qu'en Suède, aujourd'hui, nous avons des pourcentages importants, plus de 10% de part de marché en éthanol. Sachez qu'en France, Renault est le premier constructeur automobile et l'année dernière, on a vendu à peu près 2000 véhicules en flexible. Marc Gilman, j'ai l'impression qu'on cite toujours le Brésil quand on parle de biocarburant, alors parce qu'il y a une situation forcément parfaite pour produire de l'éthanol avec les champs de canne à sucre à l'infini. Mais si on regarde le marché mondial en dehors du Brésil, est-ce que le biocarburant, ça va vraiment être une alternative au pétrole? On peut déjà noter que, déjà il y a quelques années de cela, les Américains sont passés devant le Brésil en termes de quantité de production d'éthanol. Donc ça, c'est un fait assez marquant. Mais et en Europe proportion également, ou en valeur absolue? En quantité absolue. En Europe également, la tendance est à l'accroissement, un accroissement très significatif et assez rapide des quantités de biocarburants produits localement. Donc c'est quelque chose auquel vous croyez? Vous pensez qu'à horizon de quelques années, on aura quelle proportion finalement de véhicules qui seront alimentés par des biocarburants? En réalité, le consommateur qui va à la pompe chez nous ou chez d'autres fournisseurs de carburant ne le sait peut-être pas, mais il y a des biocarburants qui sont incorporés dans tous les carburants mis à la consommation actuellement en France et dans beaucoup de pays européens. Et parce qu'on dit qu'il y a un plafond quand même en Europe, 10-20%, ça serait un maximum, ça veut dire qu'il y aura encore 80% finalement de pétrole? La Commission européenne a fixé des objectifs très importants et très ambitieux d'incorporation de biocarburants dans les carburants à l'horizon 2020. Il y a un objectif de 10% de l'énergie. Ça veut dire que 10% de l'énergie que vous consommerez en circulant avec votre véhicule en 2020 proviendra de sources d'énergie renouvelables. Et dans ce 10% d'énergie renouvelable, en réalité, les biocarburants de première génération, ceux qu'on connaît actuellement, représenteront la majorité de
cette fraction d'énergie. Noël Lamorata, est-ce que finalement il y a une demande du consommateur? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que les gens viennent acheter une voiture, une Renault, en fonction de sa consommation en biocarburant? Aujourd'hui, là encore, fonction des marchés. Les marchés qui structurellement ont eu des incitations fiscales, des incitations politiques à avoir des biocarburants, la réponse est oui. Elle est franchement oui. On reprend toujours l'exemple du Brésil, mais comme vous le savez, le Brésil a eu un programme pro-alcool depuis les années 70 et aujourd'hui, 2/3 du marché est fait en véhicules flexibles. Ensuite, vous avez des marchés en Europe qui, eux aussi, sont structurellement avec des politiques qui incitent le client à acheter des véhicules flexibles. Et si on se ramène à la France, est-ce qu'on aura la même chose ou est-ce que là aussi on aura un plafond? On parle de 10% d'ambition d'intégration de biocarburants. En termes de parc automobile, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous avons fait une solution qui est un peu diverse de cette politique-là. Pourquoi? Parce que nous pensons que la limitation est effectivement autour, en banalisé, de 10-20%. Par contre, ce qui est important, c'est que le client puisse être indépendant de son énergie. Et à partir de ce moment-là, nos véhicules, on les appelle flexibles. Pourquoi? Parce qu'un client peut mettre entre 0 ou 85% sur l'éthanol, 30% biocarburant, diesel. Et donc, en fait, il est un peu indépendant de la politique énergétique mise par les politiques. On a l'impression qu'il y a quand même un choix assez vaste en fait entre ces différents biocarburants parce que déjà il y a différents produits, il y a aussi différentes motorisations. Est-ce que ça veut dire que les stations-service vont s'allonger? On aura 15 pompes? Elles se sont déjà un peu allongées, c'est vrai, on a vu le 85, mais structurellement, il faudra arriver à simplifier l'offre de carburant à la pompe, sinon le consommateur va s'y perdre. Donc on sait qu'à l'horizon 2020, pour incorporer 10% d'énergie dans les transports, en particulier dans l'essence, la voiture standard de Monsieur Tout-le-Monde devra être capable d'incorporer plus, de supporter des carburants avec plus de biocarburants à l'intérieur qu'elles ne le font actuellement. Actuellement, les véhicules qui sont commercialisés sont capables de supporter jusqu'à 10% de biocarburant. Donc ça veut dire que le parc automobile va évoluer aussi. Tout à fait, il faudra passer à 15 ou 20% et les constructeurs, je crois, y travaillent actuellement. Si on parle aussi de ce qui permet de produire le biocarburant, la ressource, la matière première, est-ce qu'on sent un mouvement en Europe en particulier, sans parler des champs de canne à sucre, mais en Europe, est-ce qu'on est au salon de l'agriculture, il y a un basculement, les agriculteurs font-ils de plus en plus d'énergie destinée à ces biocarburants? Vous le voyez, vous? C'est un des piliers du développement des biocarburants, il faut le reconnaître. C'est très bien. Il y a effectivement une activité économique qui est générée en milieu rural, plusieurs milliers d'emplois à travers cette politique. C'est une politique d'indépendance énergétique également, comme je l'ai dit précédemment. Donc on ne peut que s'en féliciter. Le grand sujet de cette année, sur la production agricole en particulier, destinée aux biocarburants, c'est la durabilité de ces matières premières, la durabilité de ces filières également. Un mot, oui. Un mot, oui. On sait quand même qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la sol agricole, l'Europe a fait une étude qui date maintenant d'il y a 2 ans, qui montrait que pour faire une incorporation de 10% en énergie, il fallait à peu près 30% 15% de terres agricoles. Or, 15% de sol agricole, on voit que ça commence à être une limite dans les problèmes des filières agricoles. Donc on voit bien que l'Europe sera limitée en termes d'incorporation. Je crois qu'il ne faut pas non plus se donner l'illusion d'une potentialité énorme. Si on imagine à 10 ans, le parc automobile, quel pourcentage de fonctionnement encore au pétrole pur et dur, électrique, hydrogène, biocarburant, est-ce que vous avez déjà une ventilation possible? Je crois qu'aujourd'hui, jusqu'à 2020, la vision est à peu près claire. C'est-à-dire que la banalisation autour de 10%, comme l'a dit Marc, aujourd'hui elle est faite. Tous les modèles depuis 2000, sauf quelques exceptions, sont compatibles avec du E10 par exemple. Le biodiesel incorpore déjà 7% en France. Donc aujourd'hui on voit bien qu'on a déjà des voitures qui incorporent du biocarburant. Et là je parle bien de banaliser. Le véhicule électrique, on sait très bien que les experts estiment une part de marché autour de 10%. Donc la vision jusqu'à 2020, elle est claire. Donc 10% et 80% pétrole encore. À peu près, oui. Et un mot sur Renault qui était présent les 2 dernières années au Salon de l'Agriculture et qui cette année ne l'est pas. Il y a des choix, j'imagine, liés aux raisons de la crise économique. Mais est-ce que ça veut dire aussi que le biocarburant est peut-être un peu moins à la mode et que maintenant on parle plus d'hydrogène, d'électrique?
Est-ce que vous pensez qu'un constructeur qui a une gamme complète éthanol, une gamme complète B30 et qui aujourd'hui est leader sur les voitures, je vais parler d'énergie alternative qui sont par exemple le GPL, se désintéresse de ces carburants? Non, non, mais je vous pose la question. Pourquoi vous n'êtes pas en fait au salon cette année Uniquement pour des raisons conjoncturelles. Des raisons conjoncturelles. Marc Gilman, on a l'impression que le biocarburant est une énergie alternative davantage mûre finalement, qu'avec l'électrique, on est plus dans la prospective. C'est aussi ce que vous ressentez chez Total ou... Écoutez, pour arriver à une solution industrielle, il faut des années et des années de recherche, de R&D. Ensuite, il faut être capable de démontrer la fiabilité et la robustesse du procédé avant de passer à la commercialisation. Voilà. Mais chez Total, ça représente quel volume d'investissement? Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner en termes de R&D ou de personnes qui travaillent sur ces projets de biocarburants en particulier? Écoutez, les biocarburants impactent effectivement toute la chaîne logistique. Donc beaucoup de personnes sont impliquées dans ces travaux, y compris au niveau de la recherche, pour garantir toujours des produits de grande qualité. Donc c'est une politique constante de la maison. Tout à fait. Et on est en train de travailler également à la seconde génération, c'est-à-dire enfin, les biocarburants avancés, qui utiliseront non plus des matières premières agricoles alimentaires, mais qui seront capables d'utiliser du bois ou de la paille. Les déchets, en fait. Enfin, et des déchets, effectivement. Ça, c'est aussi un enjeu pour vous, faire évoluer la motorisation et suivre ces générations de biocarburants. Est-ce que ça complique les choses quand on est constructeur? Oui, ça complique les choses pour une raison très simple, c'est que, comme il a été rappelé, jusqu'à 10%, 15%, nous pensons que les technologies classiques sont acceptables. Au-delà, lorsqu'on a des taux d'éthanol élevés, on sait très bien que l'éthanol a des caractéristiques un peu particulières. C'est quand même un carburant qui a moins de contenu énergétique, 50% au litre. C'est un carburant qui, lorsqu'il est incorporé à haute hauteur, a des problèmes à froid. On sait qu'une voiture éthanol ne démarre pas en dessous de moins 15 degrés. En revanche, il a une caractéristique très intéressante, c'est qu'il est liquide, donc technologie classique. Il a un indice d'octane. C'est quoi l'indice d'octane? C'est la capacité à être compatible avec un moteur essence et éviter des cliquetis élevés. Donc, c'est pour ça qu'on le trouve en compétition. Donc, mais en revanche, c'est aussi un produit corrosif. Et à partir de là, vous avez effectivement toutes les évolutions technologiques qu'il faut mettre. Donc, c'est pas la solution parfaite non plus, en fait. Justement, chez Total, une partie de l'éthanol que nous incorporons est transformée sous un dérivé qu'on appelle ETBE, qui présente des avantages en termes de logistique et d'utilisation. Une dernière question pour finir. Vous roulez à quoi, vous? Moi, je roule en voiture électrique collective, en métro. C'est aussi un bon moyen de transport? Moi, j'ai un diesel. Un diesel. Merci à tous les deux, en tout cas, pour ces explications. Et puis, on se revoit l'année prochaine pour faire un nouveau point. Merci. Avec plaisir. Bonne journée.